Bonsoir, installez-vous. Merci d'être venus si nombreux. Je suis Augustin de Livoire, président de l'Institut pour la protection de la santé naturelle. Normalement, à l'entrée, vous avez tous reçu une petite plaquette de l'IPSN avec le programme et la biographie. Et on s'est mal entendu avec l'imprimeur. La plaquette est beaucoup plus petite que ce que je ne pensais. Du coup, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous fasse une petite présentation de l'IPSN, parce que pour vos pauvres yeux, la plaquette ne suffirait pas. Donc l'IPSN, c'est une association de défense et de promotion des médecines naturelles, qui est à la fois un peu une association de consommateurs. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui 450 000 abonnés à notre newsletter, et que finalement, même si votre bulletin de vote compte, vous êtes encore plus puissant, c'est triste à dire mais c'est la réalité, par les choix de consommation que vous faites. Et je vais y venir, l'un de nos objectifs, c'est vraiment de peser dans le débat public. Et lorsqu'on va voir les institutions et qu'on dit, voilà, il y a 400 000 personnes qui régulièrement lisent les informations, sont au courant des actions qu'on mène, etc., ça nous donne évidemment beaucoup plus de poids. Ensuite, donc l'aspect promotion et défense des médecines naturelles. La défense, parce que vous le savez, et les ostéopathes mieux que personne le savent, ce sont des médecines qui ont souvent été attaquées, qui pour certaines d'entre elles le sont encore, et qui donc nécessitent d'être défendues. La promotion, parce que nombre d'entre elles ne sont pas connues ou pas assez, pas avec les arguments scientifiques qu'il faut, et que donc il y a tout un travail d'information pour les faire connaître. Donc nos objectifs, je les ai un peu dit déjà, la défense et la promotion, et dans un esprit de coopération. C'est un mot essentiel, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir une confrontation frontale avec les autorités. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte de montrer, par des arguments scientifiques, que la nutrition, la logique émotionnelle, la phytothérapie, l'herboristerie, toutes ces médecines peuvent apporter quelque chose. Et dans la mesure où on a des arguments scientifiques pour le montrer, on a des scientifiques capables de prendre la parole et d'exprimer leur vue, en définitive, sur le terrain rationnel, ce combat-là est faisable. La difficulté, c'est qu'il y a des dogmes, il y a des habitudes, et donc c'est tout un travail de conviction et d'argumentation qu'on doit faire auprès des institutions, mais pour ce qui nous concerne, toujours dans un esprit vraiment de coopération, parce qu'on est sur des médecines qui sont complémentaires à ce qui se propose officiellement. Peser dans le débat public, j'en ai parlé, défendre les médecins et thérapeutes. On a parlé des ostéopathes, je dirais juste qu'aujourd'hui, il y a 213 000 médecins en France. Il faut savoir que parmi ceux-là, 9 000 sont considérés comme déviants. Et déviant, on a vite fait de l'être. Il suffit de ne pas suivre les protocoles posés par les spécialistes d'une maladie pour être considéré comme déviant. Donc il y en a 9000 aujourd'hui. Ce serait intéressant de savoir combien on en a dans quelques années. Mais il faut savoir que c'est plutôt une tendance à la hausse. En 2 mots, quelles approches naturelles? Je les ai déjà citées. Jusqu'à présent, on a travaillé sur 4 principalement, notamment au niveau du lobbying. On en intègre à partir de 2014 3 nouvelles. L'objectif, évidemment, c'est petit à petit de travailler sur le plus grand nombre de ces médecines, mais on est évidemment limité en moyens et en personnes aussi, puisque à chaque fois, on tente vraiment de s'appuyer sur des personnalités reconnues dans leur domaine. L'herboristerie, on s'appuie sur Michel Pierre, sur Jean-François Astier, la nutrition sur le professeur Joyeux, etc. Donc à chaque fois, on essaye la logique émotionnelle sur Catherine Emlette-Périssol. Anne-Béatrice Legge en parlera tout à l'heure. En 2 mots, nos actions, il y a d'abord l'aspect lobbying, c'est des pétitions, c'est des vidéos, c'est essayer de mettre en avant auprès du gouvernement un cri d'alarme, une émotion. Ça, c'est les pétitions, c'est vraiment montrer que sur tel ou tel sujet, les gens ne sont pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se faire au niveau institutionnel. Et je dis souvent, c'est une arme de communication, la pétition, avant tout. Et donc, c'est vraiment une arme d'influence. Quand on est 100 000 à signer une pétition, on a, ce soit sur Lyme, sur les adjuvants dans les vaccins, ça donne évidemment énormément de poids. Deuxième aspect, les groupes de travail, ça c'est pour l'aspect argumentation. Puis l'information, j'en ai parlé, les newsletters évidemment, les conférences.
Un tout petit mot sur les formations, c'est encore un projet pilote. L'idée, c'était de se dire que finalement, un certain nombre de personnes avaient peut-être envie d'aller plus loin. Et donc, on voulait proposer sur le terrain des ateliers. Cette année, on va proposer des ateliers de logique émotionnelle. Le coordinateur de ce projet, c'est Didier Boucard, qui est à l'avant, ici présent, et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Il est là aussi pour ça. Et il y a à l'entrée des bulletins d'inscription pour ceux que ça pourrait intéresser pour des ateliers. Il y en a un à Paris, je crois que c'est de mémoire, je crois que c'est le 22 février. Nos atouts, et j'en termine avec cette dernière slide, c'est la communication Internet, tout ce qu'on a mis en place jusqu'à présent, qui permet de faire du bruit, qui fait qu'aujourd'hui, sur le plan de la santé en général, l'IPSN est encore un petit acteur, mais sur le plan de la santé naturelle, l'IPSN compte et est écouté. Ensuite, c'est le comité d'éthique et le comité scientifique, c'est le fait qu'on s'appuie toujours sur des arguments scientifiques, sur des personnes qui sont reconnues dans leur domaine, qui sont peut-être minoritaires, mais qui sont reconnues pour la qualité du travail qu'ils ont fait. Et comme on le sait, les vérités, même minoritaires, finissent, quand on fait un travail d'influence efficace, par l'emporter avec le temps. L'Union européenne, ça peut paraître paradoxal parce qu'on passe notre temps à taper sur l'Union européenne, mais c'est normal, parce que c'est les décisionnaires, ils ont un rôle très important dans le domaine de la santé, raison pour laquelle on critique un certain nombre de décisions prises à ce niveau. Mais l'Union européenne a deux avantages. Le premier, c'est que ça permet de comparer les différents États, il y a des statistiques européennes. Et le deuxième, c'est que petit à petit, l'idée des médecines complémentaires et alternatives font leur chemin au niveau institutionnel. Et en France, on peut vraiment, auprès des institutions françaises, dire, voilà, au niveau européen, ça avance, pourquoi est-ce que chez nous, on est encore si lent à accepter un certain nombre d'approches? L'OMS, en ce moment, propose de faire reconnaître les médecines traditionnelles parce qu'on s'est aperçu qu'elles avaient de très bons résultats dans un certain nombre de pays, qu'elles coûtaient beaucoup moins cher. Et donc, plutôt que de diffuser dans le monde entier la médecine occidentale telle qu'on la connaît, l'OMS pousse pour que soient reconnues les pratiques traditionnelles dans différents pays. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous aider pour faire reconnaître nos propres pratiques traditionnelles qu'on a un peu oubliées. Le public, ça c'est vous. Je dis parfois l'IPSN c'est un mouvement citoyen. C'est vous, c'est moi. C'est pour ça qu'on a besoin de vous, de vos idées. Faites-nous remonter vos idées pour des pétitions. Faites-nous passer l'information pour qu'on la fasse exploser. C'est vraiment uniquement en étant avec vous, lié avec vous, qu'on pourra faire avancer nos projets. Donc je vous remercie infiniment. Et ça, la boucle est bouclée parce que ça rejoint l'idée de l'association de consommateurs. Et elle ne serait pas totalement bouclée si je ne parlais pas un petit peu d'Anne-Béatrice Legge. On a une chance inouïe ce soir parce qu'on a quelqu'un qui est au carrefour de 1000 savoirs, en tout cas, peut-être pas 1000, mais beaucoup. Et c'est quelqu'un de profondément sympathique, quelqu'un d'extrêmement compétent, qui a un parcours à la fois dans tout ce qui est des approches respiratoires et corporelles, et qui en plus récemment intégré la logique émotionnelle à son approche de l'ostéopathie. Donc quelqu'un de très complet qui par ailleurs maîtrise parfaitement les nouvelles technologies, les nouvelles applications, et ça c'est quand même épatant. Voilà, merci infiniment Anne-Béatrice d'être là ce soir. On t'a apporté les petites fleurs, c'est des azalées. Te remercier de ta présence. Je vous les montrerai tout à l'heure. Voilà, il faut les arroser une fois par semaine. Merci infiniment. Alors, j'avais trouvé une belle photo de l'IPSN. Donc, j'avais trouvé une belle photo de l'IPSN que j'affiche maintenant. Et puis moi, je viens vous parler d'ostéopathie et de logique émotionnelle conjuguée. Mais avant, je voudrais me présenter un petit peu. Donc, je m'appelle Anne-Béatrice Legge. J'exerce en tant qu'ostéopathe depuis 1986. Et c'est ma rencontre avec le Hatha Yoga quand j'étais ado qui m'a vraiment orientée vers l'anatomie, qui m'a intéressée pour comprendre comment fonctionnait le corps. Et puis ça a orienté le choix de mes études en kinésithérapie, au cours desquelles j'ai suivi des stages hospitaliers. Et dans ces stages hospitaliers, j'ai rencontré des étudiants en ostéo et qui avaient une approche de l'anatomie et de la compréhension du corps humain qui était vraiment différente de celle que j'abordais en kinésithérapie. Donc j'ai enchaîné avec mes études en ostéopathie qui m'ont absolument passionnée. Et depuis... voilà. Et là, c'est mieux? C'est moins pire? Bon. Très bien. Est-ce que c'est bon? Vous avez quand même suivi à peu près le cursus. Donc,
Depuis, je continue à me passionner par tout ce qui peut m'ouvrir à des champs de compréhension de notre nature, qui est à la fois psycho et, j'allais dire, voilà mon psychocorporel, hein, qui m'intéresse, et notamment avec cette approche de la logique émotionnelle, hein, qui intègre ma consultation depuis quelques années déjà et que je trouve remarquable. Alors mon objectif, c'est de vous donner envie de venir consulter en ostéopathie et logique émotionnelle et d'apprécier, d'aller goûter cette façon de comprendre le corps humain. Voilà. Et puis je me suis aussi attachée à traduire à l'écrit les enseignements en Hatha Yoga et en Doin que j'ai reçus. Et ça a donné 2 petits livres qui sont publiés chez Marabout. Et puis, j'ai réalisé l'année dernière une synthèse de ces approches corporelles que j'ai traduit avec une application. C'est pour ça que c'est mon côté geek. J'ai développé une application qui s'appelle Respi et qui est destinée à tous ceux qui souhaitent conjuguer la respiration au quotidien pour délier le corps, pour apaiser l'esprit et puis surtout pour développer notre fameux potentiel qui ne demande que cela. Donc l'ostéopathie, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'ostéo et qui découvriront ce soir un petit peu mieux ses indications, etc., je vais commencer par vous donner le menu de notre soirée. Et nous allons commencer par donc vous présenter l'ostéopathie. Je fais partie d'un syndicat qui s'appelle l'Union fédérale des ostéopathes de France. Et l'UFOF est le plus gros syndicat de France en ostéo. Et il essaye aussi de faire des actions pour faire mieux connaître l'ostéopathie. Voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Et puis, ensuite, je vous montrerai comment l'ostéopathie est née. Enfin, je vous raconterai l'ostéo en 3 grands épisodes. Et puis enfin, je vous montrerai comment conjuguer ostéo et logique émotionnelle. Ensuite, je vous proposerai une expérience à vivre en conscience. Et enfin, je serai disponible pour répondre à toutes les questions qui n'auront pas trouvé les réponses au cours de cette présentation. Voilà. Alors, vous définir l'ostéo. L'ostéo, c'est une méthode de soins qui vise à déterminer et à traiter des restrictions de mobilité dans le corps. Parce que toute restriction de mobilité peut générer une altération, un déséquilibre de l'état de santé. Parce que l'ostéo repose fondamentalement sur la capacité du corps à s'auto-équilibrer, mais aussi sur une connaissance approfondie de l'anatomie. L'ostéopathie, elle repose aussi sur 3 concepts qui sont tout à fait originaux parce qu'ils considèrent, alors que je change, le premier, c'est la main, qui est considérée comme un outil, qui est à la fois une façon d'aller analyser, elle va rechercher les restrictions de mobilité dans le corps, et puis elle est aussi un moyen de traiter. Donc, par notre main, en ostéopathie, nous analysons et nous traitons. Puis, nous prenons l'individu dans sa globalité. Et puis, j'ai trouvé un détail intéressant, c'est que globalité, quand on utilise le terme anglais, dans son étymologie, le mot santé signifie globalité. C'est pourquoi, déjà, dans le monde anglo-saxon, traiter, soigner, c'est restaurer l'état de santé. Et puis enfin, attendez, je suis allée trop vite. Donc soigner, c'est restaurer un état d'unité et de globalité. Et ça, c'est vraiment le fondement de l'ostéopathie. C'est pour ça que c'est très important d'avoir cette notion-là maintenant. Et puis enfin, le 3e principe sur lequel repose l'ostéopathie, ces concepts, c'est le principe d'équilibre tissulaire. Et quand on entend tissu en ostéo, on entend structure et tous les tissus qui composent le corps humain. Parce que l'importance de l'ostéo, c'est qu'en ayant une connaissance approfondie de l'ostéopathie, on a non seulement l'image globale du corps, et puis détaillée, mais aussi on voit comment ces différentes structures s'accordent entre elles et s'interfèrent les uns les autres. Et ça, c'est une des grandes particularités de l'ostéopathie. Donc l'ostéopathie nécessite des connaissances spécifiques et une connaissance approfondie du fonctionnement du corps humain et des interactions de chacun de ces systèmes entre eux. Elle prévient et elle soigne de nombreux troubles, qu'ils soient physiques, nerveux, fonctionnels ou psychologiques. Et puis surtout, elle va aider chacun à gérer son capital vie.
de façon à ce qu'au quotidien, eh bien, nous vivions tout simplement mieux. En ostéo, nous cherchons à retrouver les causes du symptôme. Nous n'allons pas nous attacher aux symptômes, mais plutôt à aller chercher la cause, ce qui fait que ces symptômes peuvent se manifester, s'exprimer. Alors, dans une consultation, nous commençons par avoir une anamnèse, c'est-à-dire nous racontons, ou plutôt nous écoutons l'histoire de la maladie, de l'histoire de la personne qui vient nous voir. Et c'est là que la logique émotionnelle rentre déjà en compte. Elle intervient beaucoup à ce moment-là. Et puis ensuite, on a une approche des bilans, radio, biologiques, tout ça. On vérifie que c'est bien pour l'ostéopathie, sinon on renvoie à quelqu'un d'autre. Et puis, on traite en tests palpatoires qui vont nous aider à déterminer ces régions du corps qui sont ralenties. Parce qu'une région du corps qui se ralentit, c'est une région du corps qui va progressivement, complètement freiner de proche en proche et faciliter ce déséquilibre de santé dans lequel nous sommes nettement moins bien. Alors, l'ostéo s'adresse à tous les âges de la vie, que ce soit du nourrisson à la personne âgée en passant par tous les âges, mais aussi, ça vient traiter tous les systèmes de fonctionnement du corps. Alors, la suite. Par exemple, l'orthopédie, vous y pensez souvent. Vous avez une entorse, vous faites mal au dos, tout ça, toutes les algies de la colonne vertébrale, tout ça, vous y pensez. Mais pensez-vous aussi que le système neurologique peut aussi être concerné par, ou plutôt que l'ostéopathie peut être un point d'appui pour vous. Quand vous avez une sciatique, ça vous y pensez, mais les névralgies cervico-brachiales, tout ce qui est douleurs costales, tout ce qui est les douleurs faciales, les douleurs le nerf d'Arnold, les cruralgies, etc. Donc ça, petit rappel, en cardiovasculaire, ça marche aussi pour les troubles circulatoires. Pour tout ce qui est les congestions veineuses, les palpitations, les oppressions, et puis au système digestif, quand nous sommes un peu dérangés, que nous avons une hernie hiatale, que nous avons des troubles hépatobiliaires, toutes les constipations, toutes les colites, tout ça, peut-être avez-vous déjà pensé à vous adresser à votre ostéo dans ces cas-là. Et puis le système ORL et pulmonaire, tout ce qui est rhinite, sinusite, les vertiges, les bourdonnements. Bon, que tout cela ne vous rende pas malade, c'est juste des exemples. Ensuite, vous avez tout ce qui est le système neurovégétatif, avec les états plutôt down, dépressifs, les hypernerveux, tout ce qui est anxiété, stress, troubles du sommeil. Et puis enfin, les séquelles de traumatisme. Alors ça, c'est important parce que la prévention, c'est un gage de santé. Ça, c'est un grand adage. Parce que lorsque vous avez des traumatismes, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient émotionnels, ils vont s'inscrire dans notre corps, dans le corps. Et ils peuvent être à l'origine de séquelles douloureuses, mais longtemps après qu'ils soient advenus. Donc ça, c'est vraiment important quand vous avez un accident de voiture. Ne négligez pas les chocs que vous pouvez trouver anodins ou banalisés, etc. Ce sont des chocs qui viennent s'inscrire dans le corps et y laisser une trace. Et cette trace, en s'accumulant, elle devient de moins en moins adaptable et de moins en moins adaptée. Donc. Et donc, l'équilibre peut là se trouver un peu en danger. Alors, que tout ceci ne nous fasse jamais oublier la phrase de Andrew Taylor Still, qui est le père fondateur de l'ostéopathie, et qui dit à ses élèves « Ne vous laissez pas aller à écouter des théories, arrêtez-vous plutôt au bord de la rivière, aux eaux pures de la raison. » Comme quoi, l'ostéo, ce n'est pas forcément soigne-tout, ni une panacée, à ne pas oublier. Alors, ça me fait vous parler de Andrew Taylor Still, qui est né en 1828 et qui est le père fondateur de l'ostéopathie. Il vit dans le Missouri. Alors, je vous montre le Missouri. C'est un état du Middle West. Et c'est un médecin et il est fermier en même temps. Et il va assister au décès de 2 de ses enfants et de sa première épouse. En 1864, il y a une épidémie de méningite, qui fait qu'il perd à nouveau 3 autres enfants. Et donc pour lui, c'est important de trouver une autre voie thérapeutique. Excusez-moi pour le micro, parce que je me rends compte que je m'en éloigne. Donc vous me faites des signes si vous ne m'entendez plus. Donc je reviens à mon sujet. Et lorsque Andrew Taylor Still est dans cette situation, comme il est fils de médecin,
qui était médecin dans les réserves indiennes. C'est un très très bon chasseur, il est très attaché à la nature, qu'il trouve absolument parfaite. Et puis, il a été aussi chirurgien pendant la guerre de Sécession, ce qui explique qu'il est de très bonnes bases d'anatomie. Donc du coup, il comprend la santé comme le corps possède tout ce dont il a besoin pour se récupérer son état d'équilibre, et la nature étant parfaite, eh bien, on va pouvoir trouver en nous tout ce de quoi nous équilibrer. Donc en 1874, petite phrase, il pose déjà les fondements de l'ostéopathie dans cette phrase où il dit que toutes les parties de l'organisme, en tant que tout, obéissent à la loi éternelle de la vie et du mouvement. C'est-à-dire que pour Steele, la vie, c'est le mouvement. Il fait un lien entre ce qui est mobile, eh bien, c'est quelque chose qui va être tellement vivant qu'il est capable d'avoir une capacité d'immunité excellente, bonne, et donc il va lui permettre de se défendre. Et c'est comme ça qu'il comprend le fonctionnement du corps humain. Donc il fonde sa nouvelle thérapeutique sur quatre concepts, 4 principes de base. L'unité du corps, on retrouve la globalité dont je parlais tout à l'heure, mais c'est bien de le redire. L'interaction entre la structure et la fonction, il se rend compte qu'une structure qui n'est pas mobile, c'est une fonction qui est dégradée, donc c'est moins bien pour notre équilibre. Ensuite, il voit que le potentiel d'auto-guérison, c'est grâce à l'équilibre qu'il l'obtient. Et qu'il voit aussi que le rôle de l'artère est absolu. Donc plus tard, bien sûr, il n'y aura pas que l'artère, mais il y aura toutes les structures qui comprennent tout ce qui est liquide, tout ce qui va nourrir et nettoyer le corps. Ça, plus c'est libre, plus la cicatrisation de nos tissus sera bonne. C'est pourquoi ce principe-là est vraiment fondamental. Je change de page, pardon. Alors en 1890, Andrew Taylor Steele va nommer l'ostéopathie sur la base des racines grecques, ostéon, qui veut dire structure, mais Andrew Taylor Steele il le prend au pluriel, c'est-à-dire qu'il s'agit de toutes les structures qui composent le corps humain. Et puis patein qui veut dire ressentir. Il est déjà très en lien avec la sensation, avec l'expression intérieure. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps ? Donc pour Steele, l'ostéopathie, c'est la science des structures, pas seulement osseuses, mais de toutes les structures, tous les tissus qui composent le corps, qui sont en lien avec la pathologie qui vient s'exprimer. En 1892, il ouvre la première école d'ostéopathie au monde, l'American School of Osteopathy, et ça, il l'ouvre à Kirksville, qui est dans le nord du Missouri. Je ne vous remontre pas le Missouri, vous savez maintenant où ça se trouve. En tout cas, il enseigne 4 structures du corps. Et là, je tiens à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de retravailler un petit peu les fondamentaux, parce que je me suis rendu compte avec émerveillement qu'il y avait un truc que j'avais vraiment zappé dans l'enseignement que j'avais reçu, c'est que Andrew Taylor Steele, à la base, il enseigne en premier chef l'émotionnel. Il appelle ça l'esprit, mais ça revient à parler du système émotionnel. Ça m'a beaucoup émue de voir ça, parce que je me suis rendu compte que finalement j'étais à la bonne place, et que ce que je découvrais depuis quelques années, c'était... Ça allait bien avec. Donc il y a l'émotionnel, il y a le liquidien, donc tout ce qui est un peu plus matériel que l'émotionnel, et puis il y a le tissulaire, tout ce qui est organique, tout ce qui est viscéral, et enfin seulement il s'adresse à la structure, il enseigne la structure. Donc on a vu comment le truc le plus important pour Steele, c'est la vie et mouvement. Quand... quelques années plus tard, Einstein démontre sa théorie de la relativité, il nous parle de la relation qu'il y a entre l'énergie et la matière. Et il dit, quand l'énergie se condense, elle devient matière. Ça, c'est l'expression corpusculaire de l'énergie. Quand cette énergie, elle reste mobile, elle se condense moins, elle reste très fluide. C'est l'expression ondulatoire de l'énergie. Et si nous rapportons cette explication, cette théorie au vivant, eh bien, on appelle la condensation la densité. Autrement dit, la densité d'un tissu va dépendre de sa mobilité. Et la mobilité, elle va dépendre de ce qui a été nommé la motilité, avec un T. Alors, je vous ai écrit
les définitions pour que vous voyez bien, parce qu'avec mon défaut de prononciation, je ne sais pas si ça s'entend, mais mobilité, c'est vraiment le caractère de ce qui se déplace, tandis que la motilité, c'est plutôt la caractéristique du vivant, c'est-à-dire qu'une cellule qui va avoir un bon échange entre ce qui se passe à l'intérieur d'elle et en dehors de sa membrane, ce qui se passe à l'extérieur d'elle, c'est-à-dire si elle a sa capacité à pouvoir respirer, c'est-à-dire à inspirer, c'est-à-dire à s'expanser et à se contracter, elle va être en bonne santé. Et le caractère, la bonne motilité va conditionner la bonne mobilité. Et ce qui va me permettre de vous parler d'un deuxième épisode. Ah oui, alors j'ai oublié de vous donner un exemple. Alors un exemple de la motilité qui va influer sur la mobilité. Typiquement, nous sortons d'une période fastueuse de fête où nous avons fait bombance, nous avons un peu chargé nos foies, et nous avons, bien sûr, en faisant la fête, dormi moins, donc petite dette de sommeil, puis il fait froid, c'est l'hiver, notre foie s'est un peu plombé, notre système immunitaire a un peu plongé, nous sommes entourés de virus, puis nous en chopons un au hasard, rhume. C'est un exemple. Donc, si vous écoutez ce qui se passe dans votre corps, et si vous savez vous relier à la sensation, la petite fatigue qui demande qu'on se couche plus tôt. Donc, si vous choisissez cette option-là, vous avez une chance de conserver un équilibre, bon an, mal an. Et sinon, vous risquez plus d'être plus fragile. Alors, petit exemple. Et ensuite, vous parlez du deuxième épisode qui construit l'ostéopathie. C'est un monsieur qui s'appelle William Garner Sutherland et qui, lui, qui fait partie de la première promotion de Andrew Taylor Still, et lui, il s'intéresse au crâne. Et un jour, il regarde un crâne éclaté, que vous voyez en bas de sa main droite, et ce crâne, il a une vision extraordinaire. Il voit ça. Non, si, mais je vous montre après. Voilà, il voit ça, ou bien ça, si c'est plus parlant pour vous. En tout cas, il observe que l'os du crâne, du temporal, qui est l'os de l'oreille, c'est l'os aussi qui marque le temps. Ça fait un mouvement comme ça de... Enfin, maintenant, on sait que ça fait un mouvement comme ça de mobilité dans l'espace. Et... Oh, excusez-moi, c'est trop tôt, voilà. Donc, il observe en regardant l'os le temporal qui s'est posé sur un autre os qui se trouve à l'intérieur de notre crâne et qui s'appelle le sphénoïde. Donc, l'os du temporal se glisse sur la grande aile de ce sphénoïde et lui, il voit une ouïe de poisson. Et il se dit, mais c'est comme une ouïe de poisson, et même que ça pourrait avoir un mouvement qui serait un mouvement respiratoire, un mécanisme de respiration. Alors ça, c'est une intuition absolument géniale qui fonde le champ ostéopathique crânien et qui va, il le dit, c'est biseauté comme les ouïes d'un poisson, présentant une mobilité articulaire pour un mécanisme respiratoire. Et là, c'est ce qui... en fait, il ne le sait pas encore, mais c'est la motilité des os du crâne. C'est-à-dire cette capacité des sutures qui joignent les différentes structures qui composent notre crâne, qui bougent, qui ont une motilité. Donc voilà, ça c'est ce qui me permet de faire cet enchaînement. Et pour illustrer, ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en 1980, j'ai commencé mes études en ostéopathie, et moi, quand je raconte que nous, ce qu'on fait en cours, c'est que nous écoutons le bassin, le crâne. Alors là, je vois mes copains qui ont choisi la voie docte de la médecine classique. Ils sont tordus de rire, mais alors ils sont morts de rire. Si bien que moi, j'ose plus du tout parler de mes histoires parce que je vois que ça passe pas du tout. Pour eux, un crâne, en 1980, c'est quelque chose qui est figé, qui ne bouge pas. Un bassin, c'est figé, ça ne bouge pas. Donc il faudra encore quelques années pour que je puisse raconter ce que je fais en ostéo et puis que ça commence à les intéresser aussi parce que des fois, ils viennent me voir quand ils sont un peu stressés et tout ça. Alors, donc, nous en arrivons. Oui, je voulais vous montrer que ce qui était important, c'était de vous donner aussi des exemples pour que vous compreniez, enfin que vous repartiez au moins avec un truc, c'est que le corps humain, c'est une globalité. Et pour vous expliquer la globalité, c'est déjà rappeler que, par exemple, un crâne, ça se développe à partir de 3 vertèbres embryologiquement. Pour former, il y a une vertèbre qui va se modifier et qui va se transformer pour faire les os du crâne, une vertèbre pour les os de la face, une vertèbre pour les os de la voûte et une vertèbre pour les os
de la base du crâne. Deuxième exemple, c'est ça. Alors ça, c'est un anatomiste qui, dans les années 1970, a trouvé un procédé qui s'appelle la plastination. Et ce procédé consiste à vider les os et les graisses du corps, à les remplacer par de la résine ou du silicone pour conserver le corps. Et de cette façon, il a génialement remis au goût du jour, ou plutôt mis en évidence, que le système conjonctif et tissulaire, ce qui montre, alors là, voilà, et qui montre comment le corps, de la pointe des orteils, vous voyez le tissu blanc, enfin blanc sur blanc, je ne sais pas si vous le voyez vous, eh bien, tout le blanc, c'est de la continuité. C'est-à-dire que le tissu conjonctif, quand il est fin, on l'appelle une aponévrose. Et les aponévroses, c'est ce qui permet aux différentes structures de glisser les unes par rapport aux autres. Quand il va y avoir quelque chose qui va accrocher, ça va moins bien glisser, ça va freiner. Donc c'est très important que tout ça se glisse les unes par rapport aux autres. Et quand l'aponévrose se densifie, ça devient un ligament, ça devient un tendon, ça devient etc. Donc c'est pour expliquer comment tout ça va de la tête aux pieds se rassembler. Alors par exemple, on peut parler de la dure-mère. La dure-mère, toutes les femmes qui ont accouché sous péridurale connaissent quelquefois des petits troubles liés à cette chirurgie. Elles ont quelquefois mal au dos après, c'est parce que la dure-mère a été un petit peu sollicitée. Mais normalement, la dure-mère, elle va de la base en arrière de votre nez, elle va continuer sur tout le système oculaire, toute la base oculaire, et puis, oh zut, attendez, je refuse. C'est le téléphone qui se met à sonner. Non, pas du tout. Nous revenons sur le système du corps en continuité et dans sa globalité. Donc la dure-mère, elle va aller s'accrocher jusqu'entre votre coccyx et votre sacrum. Donc de la tête à votre bassin, c'est une grande continuité. Ou bien si vous prenez le péricarde. Le péricarde, il va aller au niveau, donc entourer votre cœur, et puis il va descendre sur le diaphragme. Le diaphragme va se prolonger dans le psoas dans les iliaques, vont entourer les organes du petit bassin, remonter par la aponévrose précervicale jusqu'à la 6e cervicale et jusqu'à la base du crâne. Donc, par exemple, dans le cas du péricarde, lorsque vous soignez un diaphragme, eh bien, vous interférez aussi sur le bassin, par exemple. Quand vous traitez j'allais dire le sacrum, eh bien vous interférez grâce à la dure-mère jusqu'aux yeux. Donc c'est pour vous montrer comment cette globalité du corps, en la comprenant en anatomie, en physiologie versus ostéo, ça devient autre chose un corps humain. Et puis enfin un troisième exemple, c'est l'exemple du développement à nouveau embryologique. Alors, par exemple, les bourgeons embryologiques, quand ils vont se déployer, notamment les premiers bourgeons, ça va être les mains, les pieds, la 3e lombaire, les temporaux et les oreilles. Donc là, j'en reviens à l'intention dont je ne vous ai peut-être pas parlé tout à l'heure, mais c'était de joindre le geste à la parole. Et là, je me rends compte qu'en anatomie, déjà à la base, les mains et les oreilles se développant en même temps, on a de grandes chances de faire que le geste soit toujours joint à la parole. Et c'est ce que je vous proposerai comme fil conducteur de cette présentation. Et puis ensuite, si vous continuez, on voit que les coudes, les genoux, la 3e dorsale, le cœur et les yeux se développent en suivant. Ensuite, vous aurez les épaules, les hanches, la 3e cervicale, le nez. Donc, vous voyez les sens qui se développent au fur et à mesure. Et enfin, les grandes clés de notre corps, la symphyse pubienne, pour la jonction des 2 os du bassin en avant, les clavicules un peu plus haut et les malaires au niveau du crâne. Ça va ? Je ne vais pas trop vite. Je n'ai pas vu de grands signes encore pour me dire de ralentir, donc c'est que ça doit aller. Ensuite, je voudrais vous raconter un 3e épisode de la naissance de l'ostéopathie, avec l'arrivée d'un personnage qui s'appelle John Littlejohn, qui lui va entendre parler de Andrew Taylor Still, dont la réputation a traversé les océans et est arrivé jusqu'en Écosse. John Littlejohn est écossais, il est médecin et il souffre d'une maladie chronique. Et alors, comme il n'a plus rien à perdre, il traverse, il rejoint Kirksville et il rencontre Andrew Taylor Still qui le soigne, ça fonctionne, il devient son élève et il intègre l'enseignement d'Andrew Taylor Still, sauf que
en assistant à l'avènement plutôt de la neurophysiologie, il veut s'attacher à ramener l'enseignement de style dans le giron d'une médecine beaucoup plus scientifique, beaucoup plus neurophysiologique, parce qu'il veut démontrer comment le système neuro commande les organes et leur fonctionnement. Du coup, il se focalise sur la colonne vertébrale, dont les nerfs qui en émergent sont accessibles par manipulation. Et ça va donner une petite divergence qui va faire que John Littlejohn, en 1917, l'année du décès de Andrew Taylor Still, va fonder The British School of Osteopathy, qui va enseigner le style, mais avec une prépondérance pour la voie neurologique et le système musculo-squelettique, alors que style est toujours resté dans un système global. Du coup, la manipulation, elle vient un peu réduire le traitement ostéo à une simple réduction du dysfonctionnement articulaire, ce qui tente à réduire la philosophie de l'ostéopathie. Et ça, c'est bien dommage. Donc, on voit comment l'ostéopathie se déploie. Et puis ensuite, en Europe, elle se restera un peu. Et on verra que finalement, elle se réexpand, puisque aujourd'hui, l'ostéopathie est vraiment beaucoup plus connue. Il y a un public qui s'est vraiment mobilisé pour. Et d'ailleurs, même l'OMS définit l'état de santé d'une manière très élargie. C'est très intéressant d'observer ça. Elle l'a décrit comme un état complet de bien-être physique, mental et social. La santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. C'est beaucoup plus large. Et puis maintenant, je voudrais commencer à conjuguer l'ostéopathie avec la logique émotionnelle. La logique émotionnelle, donc ça c'est le bandeau de la présentation de la logique émotionnelle, qui a un institut qui s'appelle l'Institut de logique émotionnelle. Alors il y a un petit crocodile, parce que le crocodile, c'est le petit nom qu'on donne au cerveau archaïque, qui est le premier à se développer chez l'humain, enfin le plus ancien, et il repose sur le livre de la connaissance, parce que plus nous connaîtrons le fonctionnement de notre système nerveux, eh bien, mieux nous saurons l'utiliser. Voilà, je vous en reparle tout de suite. La logique émotionnelle est développée et fondée d'abord par Catherine Emlé-Périssol, qui est venue faire une présentation pour l'IPSN en mars dernier. Alors, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous étaient là. Non, alors vous viendrez à la prochaine présentation, parce que c'est toujours très intéressant. Et Catherine développe la logique émotionnelle depuis une vingtaine d'années. Elle l'a nommée en 2005. Et elle se fonde sur le développement des recherches en neurosciences à partir des travaux du professeur Laborie, le professeur Laborie, qui est l'un des premiers chercheurs à avoir travaillé sur la biologie et la physiologie des émotions et du stress. Pour lui, il s'attache au fonctionnement du système nerveux. Alors, je vous résume, mais alors vraiment résumé. Il montre comment, face au danger, notre système nerveux nous fait fuir. Quand la fuite est impossible, eh bien, nous entrons en lutte. Et quand nous ne pouvons pas lutter, parce que, par exemple, typiquement, je suis face à une hiérarchie qui n'est pas possible à dépasser, donc je ne peux pas me défendre trop, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me replier. Et tout ça pour échapper au danger initial. L'émotion, comme le symptôme physique, s'apparente au processus immunitaire. Ils informent le corps qu'un déséquilibre, qu'un danger les menace et qu'il s'agit de nous mobiliser pour nous adapter. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à prendre en compte l'information que nous donnent nos émotions. Et Catherine Emlé-Périssol nous montre comment l'émotion, loin d'être un problème, est une solution. Alors, nous avons vu que Still, lui, il parlait du corps humain comme d'une fraternité. Il disait que notre corps, il fallait que tous les systèmes qui le composent fonctionnent ensemble pour bien fonctionner. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils s'arrangent, il fallait être solidaire, il fallait trouver notre équilibre. Nous avons vu que
Henri Laborie, lui, il décrit le fonctionnement d'une cellule et il l'étend au fonctionnement des communautés humaines. C'est-à-dire que le modèle cellulaire, il l'étend au modèle humain, de la façon dont nous nous organisons entre nous. Et Catherine Emlé-Périssol, elle, alors oui, excusez-moi, je reviens sur Laborie. Et cette phrase, elle est importante parce que le message de Laborie, c'était vraiment de diffuser l'importance de la connaissance du fonctionnement du système nerveux pour pouvoir l'utiliser. Alors, il y a un autre exemple que j'aime bien, c'est celui de la gravité. C'est-à-dire que sur notre planète, toute chose est régie par la loi de la gravité. Donc, un moyen d'aller sur la Lune, c'était de prendre en compte l'information de la loi de la gravité pour pouvoir accéder à une liberté, celle d'aller sur la Lune. Donc typiquement, notre système nerveux, si nous connaissons comment il fonctionne, eh bien forcément, nous allons, grâce à cette connaissance, pouvoir l'utiliser au mieux pour nous, pour nous-mêmes. Ça vous va, ça ? Ok. Donc ça, c'est un truc vraiment tellement important que j'insiste lourdement. Et donc, c'est un peu une façon de dire qu'un homme averti en vaut deux. Catherine Emlé, elle, alors je vous montre quand même Catherine, que vous la connaissiez, comme ça vous la reconnaîtrez à la prochaine conférence. Elle donne tout son sens à l'émotion et elle nous initie à mieux s'entendre soi-même pour mieux nous entendre avec les autres. Dans cet objectif, elle a développé l'Institut de logique émotionnelle dont je vous parlais tout à l'heure, où nous nous exerçons à utiliser les outils très spécifiques à la logique émotionnelle, dont l'écoute en résonance. Alors, en synthèse, nos corps le savent. C'est aussi un petit hommage à un des livres de Catherine Emlé-Périssol et Sylvie Alexandre qui participent à la transmission aujourd'hui de la logique émotionnelle avec Catherine et Pierre Massot. Et nous enchaînons sur le fait que, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai montré comment on appelle ça, les bourgeons embryonnaires des mains et des oreilles qui travaillent ensemble. C'est vraiment une autre façon de rappeler que joindre le geste à la parole, c'est toujours très très bien. Alors, en logique émotionnelle et en ostéo, nous avons un objectif commun qui est de mettre plus de vie dans nos vies, de mettre du sens en conscience et surtout de nous responsabiliser déjà vis-à-vis de nous-mêmes et de la relation que nous avons aux autres, de retrouver de la liberté, qu'elle soit de mouvement ou bien du libre arbitre, c'est-à-dire dans tous les choix que nous opérons dans notre vie, pour emprunter le chemin de notre choix parmi tous nos possibles. Et ça, c'est notre imaginaire qui est capable de le déployer. Donc pour déployer notre imaginaire, il s'agit de gagner en liberté, en libre arbitre. Nous avons aussi un processus commun, et ce processus commun, c'est de mener... Ah oui, alors, j'ai oublié de vous montrer la phrase que j'aime bien aussi, c'est celle de s'entendre soi, pour mieux s'entendre avec les autres. Donc c'est ce rappel de d'abord passer chez soi, pour avant d'entrer en relation avec l'autre, il faut d'abord s'assurer que chez nous, ça se passe bien déjà. Ensuite, vous parlez de la façon dont nous procédons quand nous associons l'ostéopathie et la logique émotionnelle. Donc, c'est de trouver ce processus commun, c'est de mener une enquête. Quand nous recevons un patient, nous écoutons son histoire. Et en écoutant son histoire avec nos oreilles anatomiques, dans un premier temps, eh bien, c'est de permettre à la personne d'aller préciser ce qui s'est passé pour elle dans la situation qui l'a impactée et qui laisse une trace chez elle. Donc nous mettons en évidence, nous faisons des liens. C'est-à-dire que quelque chose qui s'est passé il y a un mois eh bien, peut retentir sur un petit stimuli, un petit truc, là, on a raté une marche d'escalier, je ne comprends pas, je me retrouve, je suis complètement bloquée. Ou bien je suis dans ma salle de bain, je me suis penchée pour me laver les dents et je n'ai jamais pu me redéployer. C'est des choses comme ça qu'il est intéressant de révéler à la personne, de lui permettre de se réapproprier ce qui s'est passé pour elle. Le cas le plus flagrant, c'est les gens qui arrivent tout coincés, ils sont tout raides, ils sont robocopisés, et puis ils ne savent pas ce qui leur arrive, ils ne font vraiment pas de lien.
Et là, la logique émotionnelle, c'est un très bon moyen de s'appuyer sur les outils d'écoute pour aider la personne à aller redonner du sens. De cette façon, nous accompagnons le chemin de vie de notre patient. Nous cheminons avec lui, c'est vraiment c'est plus qu'accompagner, c'est vraiment se mettre à côté de lui et puis avancer à son rythme. Alors typiquement, c'est les fameux incidents qui sont complètement oubliés. Alors même sur le coup, les gens vont dire non, pas du tout, non, ça n'a absolument aucun rapport. Puis peut-être qu'au cours de la consultation, vous dire finalement, c'est vrai, il m'est arrivé ci, puis il m'est arrivé ça. Ça va revenir au fur et à mesure, ça va se mettre en évidence. Parce que tout ce qui est négligé, tout ce qui est banalisé, tout ce qui est minoré, c'est le moment d'aller leur redonner de la valeur. Alors, en accompagnant le chemin de vie en ostéo, c'est poser nos mains d'écoute, c'est d'aller chercher ces zones de restriction de mobilité dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que ça, vous en souvenez? Oui. C'était un des premiers grands principes, c'est de s'appuyer sur, d'aller à la recherche de ces zones de restriction de mobilité. Et ce qui est important, c'est que tant l'ostéo qui écoute avec sa main d'écoute que l'oreille anatomique, c'est de cheminer avec la personne sans rien savoir. C'est-à-dire que nous, en tant que praticiens, et c'est aussi ça qui m'intéresse dans l'approche ostéologique émotionnelle, c'est de repenser la place du praticien. Et en tant que praticien, en tant que thérapeute, nous ne savons rien. Nous faisons que accompagner. Ça donne beaucoup plus de liberté, tant à la main d'écoute qu'à l'oreille qui se trouve disponible. Alors, en LE, il faut que je vous raconte, nous utilisons un truc génial. Ça s'appelle un tétralemme. Alors, ça délimite l'espace corporel à l'extérieur du corps tout en haut, à l'intérieur du corps en bas. Et puis, la ligne horizontale, ça va être la ligne du temps. Alors, à gauche, je ne savais pas comment on faisait pour mettre une petite barre, parce que je suis geek, mais quand même pas à ce point-là. J'ai bien su faire la flèche, mais pas la petite barre qui me montre le passé. La petite flèche, c'est vers le futur. Donc, nous allons, en écoutant la personne, préciser toutes les perceptions qu'elle a de la situation. Et nous allons l'interroger, alors ça c'est les faits, F-A-I-T-S, et puis nous lui proposons de voir ce que ça fait chez elle, c'est les effets. Alors typiquement, elle a rencontré une voiture, ça lui a fait un effet dans le corps, direct, elle s'est cassé quelque chose, et puis on va voir les autres effets sur d'autres situations. Et cette sensation, cet effet sensoriel aura comme conséquence de motiver, c'est le principe de l'émotion, ça va motiver une réaction de défense qui va lui permettre de s'adapter et donc de récupérer ce dont elle a besoin, son adaptation, sa capacité à s'adapter. C'est comme ça que nous cheminons avec la personne qui vient trouver une solution à ses soucis. Ce n'est pas nous qui la lui donnons, on s'entend bien. Donc, pour continuer à travailler en ostéo et en logique émotionnelle, rapprochez-vous de ce qui fait choc, ça vous donnera du recul. Ça, c'est la petite phrase, la petite accroche, c'est le teasing, teaser on dit, c'est ça? Voilà, c'est ça, le teaser. Qui raconte une des règles de grammaire de la logique émotionnelle dont nous venons décoder le langage et apprendre à l'utiliser en venant travailler en logique émotionnelle, en apprendre les fondements, les principes et le bon usage. Voilà. Donc, quand en ostéo, quand nous nous rapprochons de la cause initiale, alors ça c'est formidable parce que tout d'un coup, nous aidons la personne qui s'appuie sur notre main d'écoute à lâcher quelque chose dans son corps. Ça se fait dans son corps. Nous ne décoinçons rien. Nous ne faisons que guider, accompagner, soutenir les tissus que nous avons repérés comme étant les plus denses, les moins mobiles. Et de cette façon, nous cheminons avec eux et en nous en rapprochant, la personne va pouvoir de proche en proche se récupérer de la vitalité dans ses tissus et récupérer aussi son homéostasie, c'est-à-dire cette fameuse capacité à s'adapter que nous avons tous et dont Andrew Taylor Still, vraiment avait révélé l'importance. Alors, vous donnez un exemple pour nous rapprocher de ce qui fait choc. Quand vous êtes rentré dans la salle,
est-ce que si vous faites un petit feedback dans votre là d'une heure, est-ce que vous vous souvenez ce que vous aviez vu? Comment vous avez vu ce qui vous a le plus marqué en arrivant? Si vous reprenez, vous faites une petite introspection, regardez à l'intérieur de vous, remémorez-vous ce que vous avez retenu comme détail dans la pièce. C'est intéressant parce que si nous croisons la façon dont nous avons repéré ce qui nous a intéressés en rentrant dans un lieu inconnu, c'est très intéressant de voir les différences. En tout cas, vous aurez repéré ce qui était important pour vous, de savoir à quelle place vous alliez vous mettre, pas loin, pas trop loin, un peu moins près, enfin bon bref. Chacun d'entre nous aura, entre guillemets, repéré ce qui va être le mieux pour elle. Ensuite, nous allons avoir à cœur d'aller au rythme de la personne que nous écoutons. Quelle que soit l'approche, en ostéo, c'est le rythme du tissu. Et quelquefois, il faut attendre. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est de se rendre compte de la capacité du tissu. Alors, il y a un exemple très frappant, c'est typiquement, il y a quelqu'un qui arrive chez vous, on commence la consultation, puis on arrive à une structure qui vraiment lâche pas. Et puis, par exemple, au hasard, le crâne. Donc, je suis sur le crâne de la personne, et puis il y a une tension énorme. La première chose que je vais proposer à la personne, c'est de relâcher ses mâchoires. Et en relâchant ses mâchoires, ça change déjà quelque chose dans les mains d'écoute. C'est déjà plus accessible. Sympa. Ensuite, si je lui demande, si je sens encore des tensions, puis que je sens que c'est une retenue, je peux lui proposer de respirer, d'amplifier sa respiration, de la faire en conscience, en y portant attention, en la guidant, là aussi. Déjà, ça change aussi. Et puis, si ça reste encore en tension, je peux lui demander, par exemple, de penser à une personne qu'elle apprécie, un paysage dans lequel elle se trouve bien, et ça continue à changer. Ce sont des façons de permettre à la personne de lâcher un peu plus en profondeur et encore un peu plus. Jusqu'à ce que ce tissu qui était vraiment accroché, on trouve une voie de passage. Et puis que ce tissu il puisse récupérer de proche en proche en lui montrant comment toutes les différentes orientations dans l'espace peuvent être explorées. Puis tout d'un coup, hop là, il y a la zone qui commence à revivre. Et c'est cette sensation-là, c'est une espèce d'alchimie qui se passe par le corps du patient et dans son corps. Et nous sommes juste des témoins, des guides qui accompagnons ce changement, ce changement d'état d'être. C'est pareil en logique émotionnelle, il va y avoir des prises de conscience. La personne qui est écoutée, avec cette écoute en résonance, il y a des choses qui changent chez elle. Donc dans le rythme de la personne à écouter, il y a souvent urgence à attendre, à savoir attendre. Cette urgence à attendre, c'est une phrase que j'avais entendue, qui m'avait surprise. C'est dans les situations d'urgence. Il y a des gens qui ont cette capacité à se poser et à entendre qu'il est urgent d'attendre pour faire le tri. Donc le rythme de la montée en conscience, de la montée en vitalité des tissus et de la compréhension de soi sont des choses qui nécessitent du temps. Et puis pareil, pour expérimenter, il faut du temps. Et enfin, on en arrive à l'écoute de cette sonorité dont je venais de commencer à vous parler, l'écoute de la résonance des mots, MOTS, qui disent les mots, MAUX, comme en miroir. Et ça aussi, moi je trouve ça génial de découvrir consulte après consulte ces résonances dans le corps, parce que finalement, notre corps, c'est 70% d'eau. Donc si, excusez-moi, je vais avoir l'air de sauter du coq à l'âne, mais en fait non, j'ai une petite idée, c'est que vous prenez un caillou, vous êtes devant une étendue d'eau, elle est bien plane, tout va bien, le paysage est magnifique, vous prenez un caillou et vous lancez le caillou. Et vous voyez le splotch du caillou et puis l'onde de choc qui se répartit à la surface de l'eau plane. Eh bien, dans notre corps, c'est le même principe, puisque notre corps est composé d'eau. Lorsque nous recevons un impact, l'onde de choc va se répartir dans notre corps.
Donc l'onde va chercher à se répartir. Et donc elle va trouver des moyens de trouver une petite place à droite, à gauche. C'est ce qui fait que nous nous adaptons, que nous compensons. Et c'est ce qui fait aussi que notre corps il a une capacité à s'adapter X. Vous faites X plus 1, ça va déjà beaucoup moins bien. Et c'est là que les structures commencent à souffrir. C'est pour ça que c'est important de comprendre comment ça fonctionne, cette résonance. De la même façon, notre tympan, c'est une membrane qui vibre et qui reçoit l'onde sonore. Vous vous souvenez tout à l'heure cette idée de l'énergie avec l'expression corpusculaire qui devient matière, mais l'expression ondulatoire. Donc l'onde sonore, elle rebondit sur la membrane tympanique et c'est notre cerveau qui va l'analyser. Donc, au total, lorsque nous libérons quoi que ce soit dans le corps, c'est vraiment un système qui lâche parce qu'il y a cette résonance qui se fait. Je voulais vous partager cette phrase avec vous parce que je la trouve jolie et que c'est vraiment ce qui se passe dans notre corps. C'est la résonance des mots dans les structures du corps. Un récit qui accompagne un mouvement libère, participe à la libération de l'espace intérieur, ce qui permet de récupérer, de redonner de la liberté à la fonction. Ne jamais oublier que l'ostéopathie, c'est un système pour récupérer de la fonction. C'est aussi l'occasion d'évoquer avec vous l'empreinte sensorielle des mots qui peuvent nous affecter, qui peuvent nous toucher. Et puis, en logique émotionnelle, nous avons des techniques qui vont jusqu'au voyage sensoriel pour nous reconnecter avec la sensation qui est une information, c'est-à-dire qu'elle donne une forme à l'intérieur de notre corps. Ça vous parle quand je vous dis ça ? Comment ? Volontiers. Une émotion, c'est une information. C'est une information qui permet, qui nous donne donc une forme à l'intérieur de nous. Quand je reçois un mot qui me choque ou une situation qui me choque, je vais avoir une sensation dans mon corps qui, à l'intérieur, va prendre une forme particulière. Donc, cette forme, elle me donne un message. Et ce message, si j'en prends compte, il me permet de m'adapter. Dans l'émotion, l'information que j'ai enregistrée dans mon système nerveux, elle va être mémorisée. C'est l'information initiale. Et comme mon cerveau, il est super consciencieux, il enregistre tout, il a un super disque dur. Et ce disque dur, il va, à chaque fois que une autre situation, parce que la situation que j'évoque, c'est une situation qui a fait choc, mais d'une manière très puissante, qui m'a fait me sentir dans un danger existentiel. Donc je vais l'avoir intégrée, donc je vais l'avoir mémorisée. Et chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui va avoir à peu près la même forme extérieure, c'est-à-dire ça va ressembler de proche ou de loin à ce que j'ai déjà vécu une première fois et qui m'a mis en danger, eh bien, je vais réactiver la même adaptation. Sauf que je vais en faire un système qui va régulièrement être utilisé dans le temps. Et puis, 20 ans plus tard, j'ai toujours la même réaction. Donc, c'est devenu un modèle. Et du coup, ce n'est pas forcément très adapté. Ça peut me surprendre, même moi-même. Donc, cette information, plus je vais en prendre compte, je vais prendre compte de ce qu'elle me dit à l'intérieur de mon corps, mieux je vais pouvoir m'y adapter. Ça va être vraiment comme un message que je vais faire accuser de réception. Donc je vais accuser la réception. Et puis c'est l'exemple aussi au niveau ostéo. Alors là je reviens à quelque chose de hyper basique. C'est une cicatrice de longue date de chirurgie. Par exemple, quand vous étiez enfant, peut-être avez-vous eu une chirurgie d'appendicectomie. C'est un petit exemple, mais qui est tellement fréquent que je l'utilise volontiers. Et cette petite cicatrice, eh bien, combien de fois, en la libérant, j'ai fait la corrélation avec, par exemple, une libération intestinale, une libération d'un cycle. Pour une jeune femme qui voyait son cycle arrêté, vous libérez une structure cicatricielle, hop, ça remet une fonction en route.
Et puis, pour revenir à la logique émotionnelle avec la Madeleine de Proust, qui nous renvoie à une sensation mémorisée d'une odeur, d'un goût. Tout ça, ça s'est inscrit dans nos tissus, dans notre mémoire. Et enfin, en conscience, pour vous raconter comment, en conscience, nous avons besoin d'établir une cartographie. Alors la cartographie en ostéo, c'est l'anatomie, c'est notre connaissance de l'anatomie. Nous savons sur la carte du corps où nous nous situons. Mais quand nous écoutons une personne qui vient se raconter, c'est très important de savoir où est-ce qu'elle en est pour pouvoir être juste posée, pour pouvoir la guider. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas où elle en est, mais vous savez que vous êtes là et en conscience, vous pouvez cheminer à côté d'elle et la sécuriser dans un cadre parce que vous savez où vous êtes. Et jusqu'à ce que dans les tissus, on puisse voir comment le spasme qui reflète la peur peut aussi s'exprimer et motiver cette fameuse fuite qu'a démontré Henri Laborie. Et puis la tension dans le corps, dans les muscles par exemple, qui affiche la colère et qui fait que nous rentrons en lutte contre, nous nous en défendons un peu plus, nous en rajoutons des tensions. Et puis un tissu qui paraîtra flasque, eh bien, ça sera un tissu qui probablement sera en repli, qu'il est abandonné à la tristesse, c'est l'expression du repli. Alors il y a une phrase qui dit que la liberté c'est par là. Alors ça c'est la phrase d'après, c'est pas grave. Quand on dit que la liberté c'est par là, c'est que un peu comme dans le métro, quand vous voulez vous diriger, il faut déjà que vous sachiez où vous êtes. Sinon vous ne pouvez pas prendre la bonne orientation. Et ben, c'est pareil, pour trouver sa liberté, il faut déjà savoir où nous sommes. Ça va ça ? Ok, c'est super. Et enfin nous arrivons à la posture du praticien. Parce que la posture du praticien, c'est la façon dont il va être congruent. C'est parce qu'il va être déjà lui-même conscient de la qualité de sa vitalité, de la propre réalité de ses propres tissus à lui et de la façon dont il a compris comment il fonctionne lui-même, qu'il pourra le mieux accompagner les patients qui viennent à lui, qui viennent à sa rencontre. J'avais aussi envie de vous dire, mais ça je vous le dirai après. Alors. Donc, ce qui est important, c'est qu'en tant que praticien, nous sachions bien que nous ne savons absolument rien. Ce sont juste les tissus et les mots, parce que les mots sont la trame du tissu de notre langage. Ça, c'est très important. La façon dont nous avons de nous exprimer, elle est le reflet de cette... de la façon dont notre système nerveux fonctionne. Donc ça c'est très important d'entendre que les mots traduisent vraiment un tissu quelque part, dans notre corps en tout cas. Et puis enfin, en fin de consultation, ah oui, ça c'est la phrase que j'aime bien aussi, donc je vous ai apporté les phrases que j'aimais bien, c'est sois humble car tu es fait de terre et sois fier car tu es fait d'étoiles, qui fait qu'en tant que praticien, j'ai cette notion-là d'être vraiment à la disposition d'eux. Je suis simplement un point d'appui, un cadre dans lequel le patient est sécurisé. En fin de traitement, nous observons des changements d'état. Dans le corps, c'est vraiment un relâchement, un abandon du corps qui se déploie. Il est déjà plus apte à déployer son potentiel. Et puis, même en écoute, on voit le visage qui change, on voit les extrémités qui se relaxent, les mains ne sont plus fermées, les mains s'ouvrent, le visage étant détendu. Il y a des soupirs qui montrent que la respiration, elle aussi, a pu se dégager. Ça, c'est vraiment aussi très, très beau. Et bien souvent, les gens qui sortent de traitement, que ce soit dans une écoute avec nos oreilles anatomiques ou nos écoutes de mains d'écoute, eh bien, la personne dit « Ah, ben, je me sens alignée ». Il y a cette sensation d'être grandi, aligné. Nous pouvons nous déployer. Ça, c'est vraiment très, très agréable. Donc, c'est toujours bien de pouvoir contribuer à, nous, dans notre posture, d'être alignés à l'alignement de ceux qui profitent de ces points d'appui. Et enfin,
nous revenons au sujet, que ce soit le praticien ou le sujet, eh bien, la responsabilité que nous avons de prendre soin de nous-mêmes, pour ensuite pouvoir être en bonne relation avec les autres. En tout état de cause, l'ostéopathie et la logique émotionnelle, c'est un truc absolument sensationnel, au sens de cela me permet d'être en lien avec ce qui se passe chez moi, aux sensations qui sont les points d'appui sur lesquels repose notre capacité à nous occuper de nous-mêmes. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous propose maintenant de toujours, pour joindre le geste à la parole, de réaliser une petite expérience. Alors, c'est une expérience en conscience qui va me permettre de vous faire connaître aussi ce travail que je vous parlais tout à l'heure, qui est une synthèse des approches corporelles que j'ai pu travailler depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Et donc cette application s'appelle Respi. Donc on peut appuyer sur une région du corps ou bien passer par le menu qui montre qu'il y a 8 régions du corps qui vont de la tête aux pieds. Alors à la fin de ces 3 petits exercices que je vous invite à pratiquer, laissez-vous inspirer par le mot que vous allez pouvoir exprimer de l'expression de ce changement d'état qui va peut-être vous permettre de revenir à la sensation à l'intérieur de votre corps. Alors, la respiration. Venez déposer vos mains, l'une sur la région costale haute, l'autre sur l'abdomen. Accompagnez l'expiration en serrant le pli de votre taille, en avalant votre nombril vers la colonne vertébrale. Le ventre s'aplatit, tandis que le haut de la cage thoracique s'abaisse. Quand vous avez envie d'inspirer, le haut de la cage thoracique monte et votre abdomen se détend sous votre main. Quand vous avez envie d'expirer, accompagnez l'aplatissement du ventre et la descente de la cage thoracique. C'est le petit train du souffle. Vous accompagnez le passage de votre respiration. Restez dos grandi, étiré en hauteur, détassé. Quand vous avez envie d'inspirer, la main costale haute s'élève, l'abdomen se détend. Quand vous avez envie d'expirer, la main abdominale recule, la main costale haute descend. Accompagnez encore un grand soupir avant de venir tout simplement déposer vos mains en détente sur vos genoux. Avant d'enchaîner sur l'exercice suivant. Venez poser votre main droite sur votre épaule gauche. Le majeur tombe sur l'angle de l'omoplate. Glissez le bras gauche le long du corps et avec l'inspiration, montez votre épaule vers votre oreille et vers l'arrière. Expire, elle descend. Inspire, votre épaule monte. Expire, votre épaule descend. Le muscle vient se poncer sous la main droite. Prenez le temps de comparer vos 2 épaules avant de changer de côté. Alors votre main gauche se pose sur votre épaule droite, la main droite se glisse le long du corps et c'est l'épaule qui vient avec l'inspiration monter vers l'oreille et descendre en arrière, tandis qu'à l'expiration, votre épaule descend encore un peu plus, puis vient remonter vers l'avant. Avec l'inspiration, elle tourne en arrière, avec l'expiration, elle descend et remonte en avant. Inspire, elle monte. Votre angulaire droit vient se poncer sous votre majeur gauche. 3 fois, avant de tranquillement venir redéposer vos 2 mains sur vos 2 genoux. Un grand soupir. Fermez vos yeux un instant si vous le souhaitez pour connecter la sensation avant que nous changions. Placez vos 2 bras à l'horizontale, en avant de vous, paumes de main, l'une face à l'autre. À l'envie d'expirer, serrez bien le ventre et venez décaler votre épaule droite en arrière, tandis que la gauche avance. À l'inspire, revenez au centre et à l'expiration, avancez à droite, reculez à gauche. Restez très grandi, étiré en hauteur. Inspire, les 2 bras reviennent au centre. Expiration, à votre rythme. Vous reculez l'épaule gauche et avancez l'épaule droite. C'est le petit train des omoplates ou des bras. À chaque inspiration, revenez au centre et à chaque expire, inversez. Une épaule recule, l'autre avance.
Et à l'inspire, tout se relaxe jusque dans le ventre. Une dernière fois, expire, le ventre se serre, une épaule avance, l'autre recule. Excellent. Alors avec l'inspiration suivante, vous redéposez vos mains en détente. Un grand soupir. Laissez-vous inspirer par ce mot qui s'exprime hors de vous. Juste 30 secondes ou 10. Merci beaucoup de votre écoute. Voilà, on va s'arrêter là. Augustin. Merci. Merci beaucoup, messieurs, dames.